Le dernier paradis. C'est ainsi que l'on surnomme les Raja Ampat. Considéré comme l'un des plus beaux endroits sur Terre, cet archipel de 1500 îles situé en Papouasie occidentale, juste au-dessous l'équateur, est bien connu pour ses décors somptueux et pour la richesse de sa biodiversité sous-marine. L'archipel des Raja Ampat est situé en plein cœur du triangle de corail, à la jonction entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. C'est un sanctuaire pour l'écosystème du corail. Il existe vraiment très peu, peut-être aucun, notre endroit comme l'archipel des Raja Ampat. Ces récifs exceptionnellement préservés fournissent une source abondante de nourriture aux populations locales. Pourtant, ces écosystèmes font aujourd'hui face à de nouvelles menaces. Sous la surface, se déroule par endroits une dégradation alarmante de la faune corallienne. Sans l'équilibre de cet écosystème, la pyramide de la biodiversité s'écroulerait à Raja Ampat. Raja Ampat, c'est le dernier paradis. Vous pouvez voir les choses telles qu'elles étaient avant le processus de dégradation qui est en train de se passer dans la plupart des régions du monde. Face à cette menace d'ampleur planétaire, partout à travers le monde, des petites mains se mettent à l'œuvre et renouent avec la nature. C'est avec quelques fers à béton et des pans de grillage qu'une longue opération de sauvetage du corail va commencer. Arnaud est un jeune écologiste marin. Il habite au Raja Ampat depuis 8 ans et a cofondé The Sea People, une ONG dédiée à la conservation et à la gestion des écosystèmes coralliens. J'ai eu la chance de savoir très jeune ce que je voulais faire, travailler dans le milieu marin, travailler à sa préservation et la préservation de sa beauté et de sa richesse. J'étais venu pour leur apprendre des choses sur l'écologie, leur faire prendre conscience de l'importance de la nature dans leur vie. Je me retrouve à apprendre d'eux d'innombrables choses dont je n'avais pas conscience moi-même en fait. Au travers des nombreuses explorations, des nombreuses plongées que j'ai eu la chance de faire, je me suis retrouvé face à un triste et presque effroyable constat. Des dégradations passées menacent encore les récifs sains d'aujourd'hui. Je me suis demandé comment est-ce que je pourrais avoir un impact sur la région en termes de conservation. Et c'est là que l'idée en fait de créer des jardiniers de corail, de créer un métier autour de la restauration, de la préservation du corail a germé. Arnaud accompagne une équipe de papous jardiniers de corail formés à la restauration de récifs. Parmi eux, Zadrak et Tommy, tous les deux originaires de la région. Je m'appelle Tommy. Je suis l'un des cofondateurs et aussi le directeur de l'association Orang Laut Papua. Avant, j'étais homme de ménage. Puis j'ai commencé à observer Arnaud en train de cultiver des jardins de coraux. Après ça, je m'y suis intéressé de plus près. Puis j'ai appris à plonger. Et enfin, j'ai appris à comprendre l'importance du corail, comment le cultiver et comment le préserver. Pourquoi ne pas créer un métier qui aide la nature à se régénérer? Et comment rendre ce métier ensuite attrayant? Voilà. Il faut que ce métier soit bien payé. Il faut que ce métier soit fun, soit plaisant et gratifiant. Il faut que les jardiniers de corail soient reconnus dans leur société, comme on verrait chez nous un avocat, un notaire ou un médecin. C'est ça l'idée et c'est comme ça qu'on a développé le projet. Comment des morceaux de grillage et quelques tiges de métal peuvent-ils sauver le récif? Il faut d'abord localiser l'origine du problème et en déterminer les causes, pour ensuite désigner les zones à restaurer. Pour cela, les jardiniers utilisent une technique originaire du Pacifique, le mantato. C'est Lynn Lawrence qui mène l'opération à bord de ce longboat. Née en Australie, elle habite depuis 8 ans au Raja Ampat et consacre 100% de son temps aux efforts de gestion. Le mantato est une ancienne méthode d'évaluation des récifs que nous avons modernisée grâce à des outils de cartographie digitale.
On a 2 personnes dans l'eau, une à gauche pour évaluer la partie profonde, et moi je serai du côté droit pour évaluer la partie haute du récif. On va annoncer ce que l'on voit et il y a un nombre précis de catégories. Corail dur, corail mou, en bonne santé, mort. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous devons faire attention et Zadra, qui est ici, nous écoute tous les deux et va rentrer ces informations directement dans notre application qui sera automatiquement chargée dans une carte digitale. Ce que l'on cherche pour identifier une zone potentiellement propice à la restauration, c'est une zone où la partie peu profonde est dégradée, mais où la partie profonde est encore en bonne santé. C'est là tout le problème. La partie dégradée, avec beaucoup de débris, glisse sur le récif sain situé en dessous. Je pense que c'est le bon endroit pour commencer le Montato. C'est une nouvelle zone, on n'a jamais plongé ici avant, on ne sait pas ce que l'on va y trouver. Le corail pourrait être en très bonne santé et intact, ou il pourrait être dégradé. Il pourrait y avoir des maladies, mais c'est pour cela que l'on fait le Montato, pour mesurer l'état du récif afin de déterminer si la zone est propice ou non à la restauration. À intervalles réguliers, Lynn annonce ce qu'elle voit de son côté de l'embarcation, côté récif, pendant qu'Arnaud surveille le côté tombant, plus en profondeur. De cette manière, il survole les fonds marins sur plusieurs kilomètres. Corail dur couvert d'éponges. Corail dur couvert d'algues. Corail dur et mou en bonne santé. Corail dur. C'est une vie foisonnante qui s'active sur les récifs. Le corail est l'une des bases et des fondements du réseau alimentaire et de la création d'habitats naturels. Il permet de générer de la vie même à partir d'une eau oligotrophique, c'est-à-dire très pauvre en nutriments, ce qui permet la production d'une telle biomasse. C'est plus de 550 espèces de coraux qui vivent dans l'archipel. Ces structures que l'on voit sont des niches écologiques qui servent d'abri et de nurserie pour toute une liste d'espèces de petits poissons et de crustacés. Certaines espèces se nourrissent directement des coraux, comme ces poissons perroquets et ces tortues marines. C'est également un terrain de chasse pour les plus grosses espèces, comme ce mérou et ses barracudas. Plus de 1600 espèces de poissons occupent les fonds marins de l'archipel. Ces bancs de perroquets à bosse fréquentent couramment les jardins de corail en bonne santé. Ils font partie de cette longue liste d'espèces qui dépendent ou contribuent à la survie du récif, comme ce wobbegong ou ces requins. Ces grandes raies, manta et océaniques, font la queue pour occuper des stations de nettoyage sur le récif, où des petits poissons viennent se nourrir des parasites présents sur leur peau. Ces interactions sont appelées fonctions écosystémiques. Si le corail disparaît, les populations de poissons nettoyeurs n'auront plus d'habitat. Les raies ne bénéficieront plus des soins que ces poissons leur procurent et leur population diminuera. Pourtant, à proximité du village de Yembekwan, quelque chose attire l'attention de Lynn. La vie sous-marine semble soudainement s'effacer. Débris. L'annonce du relief sous-marin est vite remplacée par la signalisation constante de débris de coraux.
On survole encore une grande zone de débris. Et quand on regarde en profondeur d'ici, on peut voir qu'il y a encore un récif en bonne santé en contrebas. Et beaucoup de débris au-dessus de lui. Et c'est en pente, donc on voit immédiatement qu'il y a un problème. Et ça n'arrive pas naturellement. Donc sans doute, par le passé, il y a eu de l'interférence humaine, comme peut-être de la pêche à la dynamite ou autre chose. Dans ce cas-là, après un mantato, il faut que l'on plonge sur le site pour aller voir de plus près. Si pendant un mantato, on trouve une zone qui présente les bonnes conditions pour faire de la restauration, et lorsque l'on plonge sur le site, l'une des questions auxquelles nous devons répondre, c'est quelle était la cause de cette dégradation ? Au pied du village de Yambekwan, la quantité de débris de coraux s'avère très importante. Lynn découvre ici un paysage dévasté sur plusieurs kilomètres. Cette zone dégradée est en fait devenue très instable. Plein de débris de coraux qui ne sont attachés à rien. Et ce qui se passe en fait, c'est que le corail va pousser, mais lorsqu'il va atteindre une certaine taille, la gravité, le courant, les vagues, les poissons vont les déloger. Et lorsqu'ils vont dégringoler, ils vont s'égratigner, ils vont s'éroder et mourir, créant encore plus de débris de coraux. Et cela crée une avalanche de débris de coraux qui, au fil du temps, recouvre, enterre et tue des champs entiers de récifs naturels, sains, vieux de plusieurs dizaines, centaines, peut-être de milliers d'années. Et c'est ça que l'on essaye de résoudre comme problème. Typiquement, on peut reconnaître un certain nombre d'indices pendant une plongée. Si on plonge sur un récif en parfaite santé, puis soudainement qu'on voit une zone dégradée, puis à nouveau un récif sain, on peut généralement en déduire que la dégradation était causée par l'homme, comme de la pêche à la dynamite sur une zone bien précise. Vers la fin des années 80 et pendant environ une vingtaine d'années, beaucoup de populations, d'ailleurs en Indonésie, mais aussi des Philippines ou de Thaïlande, ont eu vent de toutes ces richesses et ont essayé de profiter de l'opportunité et de venir les exploiter. Et pendant cette période-là, des pêches illégales, destructrices, provenant de l'extérieur, ont pu se propager, telles que la pêche à la dynamite, la pêche au chalut, la pêche au cyanure, la pêche au poison. Et pour les populations locales qui ont vu du jour au lendemain ce genre de pratique de pêche apparaître, c'est quelque chose qui s'apparentait presque à de la magie. Une grande explosion et d'un seul coup, des dizaines, des centaines, parfois des milliers de poissons remontaient à la surface et la capacité donc de nourrir un village en quelques secondes. Et ces pratiques-là ont eu lieu partout dans l'archipel. Et ce que nous essayons de faire actuellement, c'est d'évaluer quel a été réellement l'impact. À Raja Ampat, il y a beaucoup de lieux qui ont déjà été touchés ou affectés par l'homme. Et ces zones-là ne sont pas montrées, bien évidemment. Et c'est là-dessus que l'on doit faire quelque chose et que l'on se doit d'agir. Je m'appelle Zadrak et je fais partie de l'équipe des jardiniers de corail. Moi aussi, j'en faisais partie. Je faisais partie de ces gens, des gens du village, qui utilisaient des filets. Du cyanure de potassium, du poison, pour attraper du poisson qui se cachait dans le corail. Et oui, le corail est mort maintenant. Moi aussi, je faisais partie des gens qui utilisaient le cyanure de potassium ou qui jetaient mes ancres sur le récif. Tout simplement parce que je ne savais pas encore. Je n'avais pas conscience de l'importance de l'écosystème de Raja Ampat. Dans mon village, près de la jetée, on avait déjà fait de la restauration de récifs.
Et il y avait des gens qui me disaient des choses pas très plaisantes pendant qu'on soignait le corail. Ils me disaient « Mais tu n'es pas Jésus. Comment veux-tu redonner la vie à des coraux qui sont morts ?» Je leur répondais « Et pourquoi pas ?» C'est donc dans le village de Yambekwan que les jardiniers vont procéder au lancement de la prochaine restauration. Un processus qui va durer plusieurs mois et qui commence par une discussion avec les gens du village. Une fois qu'on a identifié une zone que l'on aimerait restaurer, on a besoin d'obtenir la permission du village ou de la communauté qui est responsable de cette zone en particulier. On les envoie pour prendre contact avec les anciens et le chef du village dans le but d'expliquer le projet et de parler des solutions possibles. Nous discutons ensemble des détails et de comment nous pourrions collaborer sur ce projet et restaurer le récif ensemble. Ce serait probablement mal vu que des étrangers le fassent par eux-mêmes et c'est vraiment quelque chose d'important à cette étape de notre projet. Que les locaux agissent de leur propre initiative et défendent leur propre récif et en fassent un exemple dans leur communauté dans le cadre de la restauration et de la protection des écosystèmes locaux. On a déjà mesuré une zone d'environ 3 km, entièrement dégradée, avec beaucoup de coraux morts qui menacent le récif et recouvrent les coraux sains en contrebas. Nous vivons dans une région qui est vraiment belle et très connue, mais cela ne durera pas si nous ne protégeons pas nos récifs. L'idée, l'approche, c'est d'essayer d'être autant que possible et dès que possible, le plus en retrait possible, de faire passer le message, mais ensuite que le message soit passé au sein même des communautés et que le message ne provienne plus de l'extérieur, mais du sein même de la communauté, parce qu'il passe beaucoup mieux de cette manière-là. Lorsqu'on arrive à faire ça, on se retrouve avec des résultats fabuleux, très vite, et très gratifiants aussi. Bien. Merci pour votre intention de restaurer les récifs devant notre village. En tant que chef, je réponds favorablement à votre initiative. En effet, il y a des années, des gens d'ici utilisaient la pêche au cyanure de potassium pour aller chercher du mérou, par exemple, et à cause de ça, oui, tous nos beaux coraux sont morts. Au début, il n'y avait que de petites zones mortes et on ne comprenait pas pourquoi la dégradation continuait. Mais oui, là, maintenant que vous me l'expliquez, je comprends mieux ce phénomène du corail mort qui dégringole en contrebas à cause du potassium. Nous, notre rôle en tant que représentants du village, c'est d'assurer que la nature soit préservée pour le futur de notre communauté et de nos petits-enfants. Car nous ici, nos ressources, nos récoltes proviennent presque exclusivement de la mer. Il faut donc préserver Raja Ampat, nuit et jour. Bon, le chef du village nous a donné sa permission. Maintenant qu'on a son soutien, on va pouvoir commencer la restauration et faire un projet encore plus grand et plus beau que ceux que l'on a fait jusqu'à maintenant. Avant de demander au chef, j'étais vraiment hésitant. Si le chef avait été tout seul encore, mais avec l'autre chef aussi, c'était pas gagné. Là, je me sens soulagé. On a d'abord eu le soutien des gens du village, mais ensuite, quand le chef a dit oui, je me sens plus léger. La mise en place du chantier de Yambekwan va prendre plusieurs mois avant de démarrer. Aujourd'hui, les jardiniers se rendent au village de Yambumba, à l'extrémité de l'île de Mansuar. Comme les autres, elle n'est quasiment pas habitée, seulement bordée de quelques petits villages papous qui vivent essentiellement de la pêche et du tourisme.
Les richesses de la région en ressources côtières et marines en ont fait une cible pour le développement d'activités économiques. Mais l'éloignement et l'accès difficile ont été les meilleures défenses des Raja Ampat, contre l'abus et la surexploitation. Et depuis la pandémie de Covid, la région se trouve encore plus déserte qu'à l'accoutumée, renforçant l'image de paradis qu'elle véhiculait déjà. Les actions des jardiniers sont pour le moment principalement localisées devant les villages, à faible profondeur, car ce sont les zones les plus fréquentées et les dégradations y sont les plus importantes. Le choix des sites est mûrement réfléchi. La qualité de l'eau, l'inclinaison, l'exposition aux vagues et aux perturbations naturelles sont à prendre en compte. À l'aide de quelques outils et de bouteilles d'air comprimé, les jardiniers papous vont procéder à la première étape du processus, celle de la stabilisation du substrat. Ok, donc là aujourd'hui, on retourne sur un site qu'on a déjà transplanté, restauré en 2020. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de continuer à l'entretenir et puis de l'agrandir un petit peu. Là, on va rajouter une centaine de mètres carrés. Les techniques de restauration de récifs que nous pratiquons ici utilisent du grillage galvanisé et aussi des fers à béton que nous soudons en forme de barricade. Ces techniques font partie des techniques les moins coûteuses et les plus efficaces, et sans doute celles qui sont les plus adaptées pour les types de récifs dont nous nous occupons sur nos projets. Ce qui me rend heureux dans ce boulot, c'est que dans toutes les activités qu'on fait, même parfois si c'est dur, on est toujours ensemble. Tout devient plus facile. Ce qui est lourd devient léger. Et quand on plonge, on est toujours en train de se marrer. La mission au pied de ce village est d'agrandir un jardin installé en 2020. En dehors des pêches destructives, les causes de dégradation du corail peuvent être multiples, telles que les pollutions engendrées par l'humain, mais aussi parfois naturellement, à cause de la houle et des tremblements de terre. Le substrat se détériore, crée des avalanches de débris et empêche le cycle de régénération naturelle. Nous, le problème qu'on essaie de résoudre, c'est comment stabiliser ce substrat instable. Le substrat, c'est le fond de la mer, le fond du récif. On déroule des pans entiers de grillage qui vont stabiliser le substrat suffisamment longtemps pour que la nature puisse repousser et recréer une croûte naturelle qui fera le job et qui recréera un substrat propice à la croissance du corail. En mettant de côté les pousses encore en vie qui seront transplantées plus tard, c'est presque 100 mètres carrés qui sont en train d'être stabilisés en une seule plongée. Ce grillage servira de matrice pour la transplantation, sur lequel les larves coraux pourront s'y fixer également. C'est ce qu'on appelle le recrutement naturel. L'utilisation du grillage est super efficace pour empêcher les débris et les coraux morts de dégringoler et de recouvrir les coraux encore vivants. Le grillage, préparé pour s'adapter à la topographie de la zone, est fixé à l'aide des épingles découpées par Tommy quelques heures plus tôt. Puis c'est au tour des barrières anti-avalanche d'être installées. Et pour les barricades que nous soudons, elles marchent très bien en les combinant avec le grillage. On les place au-dessus et en dessous, et on rajoute des vieilles pierres de corail pour recréer de l'habitat et renforcer les barricades, et vraiment bloquer le corail mort, pour éviter qu'il ne recouvre les coraux que l'on transplante, ainsi que ceux qui poussent naturellement autour et en contrebas. Cette zone sera laissée en l'état pendant quelques temps, de manière à ce qu'un biofilm formé par des bactéries et des algues calcaires recouvre le grillage et rende le support favorable à la transplantation et à l'adhésion du corail. J'espère que l'on va pouvoir recruter encore plus de jardiniers de corail pour que Raja Ampat continue d'avoir les plus beaux coraux du monde.
et qu'on puisse montrer l'exemple aux autres. Et oui, ce site, c'est la preuve de votre efficacité. Et si c'est une preuve pour vous, c'est une preuve pour les autres aussi. Avec ce genre de projet, on peut ouvrir les yeux des gens qui voient notre travail. C'est à ça que ça sert. Je reçois des messages de gens qui me demandent si on a du boulot pour eux, s'ils peuvent rejoindre notre équipe. Tous les jours, j'en reçois. Moi, c'est comme ça que je mesure l'impact que l'on a, que je vois la différence entre avant et maintenant. J'espère que l'équipe va pouvoir grandir et j'espère que vous pourrez, de cette manière-là, gravir l'échelle professionnelle de ce nouveau métier. Les efforts d'Arnaud pour la conservation ne sont pas passés inaperçus et l'effet boule de neige a fait son travail ailleurs dans l'archipel. Replanter du corail est petit à petit devenu un acte noble et reconnu. Si l'on parvient à ce que les membres de la communauté qui vivent avec le corail puissent, à travers cette action de transplanter, de restaurer, prendre conscience eux-mêmes, mais aussi aider leur communauté entière à prendre conscience de la relation qu'ils entretiennent avec le corail, avec la nature, là on arrive à changer quelque chose qui permet de changer les comportements, de réduire les impacts négatifs et donc de manière générale d'améliorer la gestion. C'est ça qu'on essaye de faire en fait à travers ce programme Yafkiru, à travers ce programme de restauration de récifs, toucher l'ensemble de la communauté, locale, mais aussi de l'autre côté, internationale. D'autres missions de transplantation ont lieu, comme ce matin à Arborec, ce petit mouchoir de poche au milieu du détroit. Avec ses quelques 300 habitants, l'île est brisée des voyageurs de passage, comme ce groupe d'amis venus du Canada. Ils viennent chaque année au Raja Ampat depuis 2017. On a créé une organisation à but non lucratif qui s'appelle Wide Open Projects. On est basé au Canada, mais on travaille ici beaucoup pour essayer d'aider les organisations locales à faire leurs propres projets de restauration marine, d'éducation. On a décidé de vouloir revenir à chaque année et de contribuer. Surtout, ce qui nous a beaucoup motivés, c'est les gens qui faisaient déjà des efforts ici. C'était très motivant de les voir et on avait vraiment envie de les aider. Les matériaux de base sont les mêmes que ceux utilisés par l'équipe d'Arnaud. Mais cette fois, ce sont des structures en volume qui seront construites pour être posées au fond de l'eau. On a comme décidé d'un peu faire ces dômes-là parce que ça se fond beaucoup dans le fond de l'océan avec les coraux par-dessus et souvent on ne peut pas les voir parce que ça a une forme de roche un peu. Puis c'est facile à transporter, facile à faire. On peut facilement les mettre dans l'eau peu profonde, puis les gens peuvent venir nous aider à venir, la communauté peut venir nous aider à mettre les coraux, attacher les coraux dessus, des fragments de coraux. Puis après ça, on peut les déplacer puis venir les mettre dans le fond de l'eau. C'est surtout inspiré de Orang Laut Papua, Arnaud et Lynn. On a vu ce qu'ils faisaient. On trouve que c'est une très bonne idée. Ils nous donnent beaucoup de conseils sur comment le faire. On essaie de contribuer un peu de notre manière en les aidant. Ça marche très bien pour donner une matière stable pour les fragments de coraux. On en a mis en fait la première année en 2018. On a mis des structures dans l'eau, seulement une coupe, seulement 2-3 pour les tester. Et on est revenu l'année d'après, ça a super bien marché. On n'arrivait pas à trouver la structure un an plus tard parce qu'elle était couverte de coraux. Parmi eux, Marcel, un natif d'Arborec. Il tient un centre de plongée. Depuis le début, moi j'aime aider les gens qui s'occupent de l'environnement, qui prennent soin du corail. La raison est simple. Ma vie, je la dois à la vie sous-marine et tous les jours, je peux profiter de la mer moi-même. Donc je comprends très bien pourquoi il faut que j'apprenne à préserver le corail et les écosystèmes marins.
Arborek est un coin touristique qui est connu de partout. L'île est en plein milieu au centre du détroit, permettant d'atteindre la plupart des sites de plongée et d'autres points d'intérêt de la région. Et cela nous inquiète, parce que si Arborek est connu comme le meilleur coin, il ne faut pas que tous les touristes de Raja Ampat viennent ici, et qu'avec cet excès de fréquentation, notre nature soit détruite. Ces dernières années, c'était la ruée vers l'or à Raja Ampat, et il y avait beaucoup de monde sur Arborek. Mais du coup, on avait aussi perdu le contrôle. Marcel nous fait plonger sur le récif d'Arborek, réputé comme étant l'un des plus fameux de la région. Ce récif, très fréquenté par les plongeurs, semble poissonneux et coloré, mais un œil aguerri ne s'y laisse pas tromper. Il recèle de nombreuses colonies de coraux en mauvaise santé, et son état est très irrégulier. Des coraux sains côtoient des coraux morts ou malades, et ces débris sont présents sur toute la zone. Évidemment, pour la plupart des causes de dégradation, la source du problème vient principalement de l'homme, qui pense avoir besoin de surexploiter toujours plus que nécessaire. Heureusement, quelques habitants continuent d'occuper les lieux, comme ce poisson clown qui défend chèrement son anémone, posé sur une colonie morte, ou ce poulpe qui a élu domicile sous des débris. Le phénomène d'avalanche fréquent sur les récifs se produit très clairement dans la zone, comme ici dans cette pente que nous montre Marcel. Quand on plonge et que l'on trouve un endroit ou un site de plongée où il y a beaucoup de dégradation, où le corail est abîmé, on le fait savoir aux amis qui s'intéressent au problème et qui ont la bonne intention d'aider à restaurer. Heureusement, certaines parties sont encore en bonne santé grâce aux opérations de restauration. Les équipes de jardiniers d'Arnaud sont passées par ce récif il y a 1 an, comme le démontrent ces barrières qui ont stoppé les avalanches et protégé les colonies en dessous. D'autres structures, comme celle-ci en forme de raie, sont recouvertes d'un corail en excellente santé. Ce platycéphalidé a l'air de s'y plaire, car il se nourrit des poissons qui occupent le corail sur la structure. Avant d'effectuer la transplantation sur ces structures, Philippe et Omar vont procéder à la collecte de fragments de coraux qui pourraient être sauvés, ceux qui sont déjà détachés de la colonie, en danger mais encore en bonne santé. En les laissant sur un sol instable, ils finiraient par mourir et se retrouveraient eux aussi dans l'avalanche de débris, étouffant les coraux en contrebas. Il faut de manière générale éviter le maximum de stress potentiel pour les colonies de coraux. Donc ne pas les sortir de l'eau, ne pas les laisser en plein soleil, ou ne pas avoir des mains sales potentiellement porteuses de bactéries ou de maladies. Les porter délicatement et éviter les frottements. Il y a énormément de petits détails qui vont permettre d'optimiser les chances de réussite et minimiser les chances de mortalité. L'équipe de Philippe va immerger les structures sur un banc de sable.
des femmes volontaires de la communauté et des villages voisins se sont présentées pour aider à la transplantation. L'implication des femmes dans ce projet est une avancée majeure pour l'évolution des mentalités au sein de la communauté. Ces jardinières en herbe se retrouvent à marée basse sur le lieu même de l'opération. Ainsi, à faible profondeur, la transplantation est plus facile pour des novices inexpérimentés. Donc les étapes importantes, ok? Avant de placer le corail, on va utiliser les gants, puis essayer de nettoyer un peu la rouille pour que cela n'abîme pas le corail. Juste avec un gant, c'est facile à faire. Puis nous plaçons le corail, on attache avec le collier en plastique et on le coupe. Et vous donnez le plastique en trop à votre partenaire pour qu'on le mette de côté, ok? Bon, nous pouvons voir qu'il y a des algues dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les couper pour ne pas contaminer les autres. Donc nous allons utiliser la partie saine et c'est celle-ci que nous fixerons sur la structure. Lorsqu'on forme les villageois, on leur apprend à bien choisir les bons fragments et les bonnes espèces de coraux. Des coraux qui poussent dans des endroits similaires, à des profondeurs adaptées et avec la même luminosité, souvent entre 2 et 10 mètres de fond. Les fragments de coraux sont ensuite attachés sur les structures en métal. Les colliers en plastique sont préférés aux autres types d'attaches. Elles tiennent mieux dans le temps et permettent aux gens de la communauté de les manipuler plus facilement. Marcel participe à chaque opération de restauration qui pourrait améliorer le récif autour de son île natale. Dan itu adalah hal-hal yang sangat penting buat kami sebagai orang lokal yang harus membangga itu dan memberikan apresiasi yang begitu luar biasa buat mereka. C'est quelque chose de très important et dont nous pouvons être très fiers, mais aussi très reconnaissants, car ces gens laissent de côté leur occupation personnelle pour venir aider les gens d'Arborec. C'est quelque chose de touchant pour nous. Donc c'est pour ça que je suis motivé et que j'ai eu la volonté de faire équipe avec Arnaud pour restaurer le corail. On nous a formés, on nous a sensibilisés aux manières de pêcher qui sont les plus vertueuses et qui n'utilisent que des techniques qui ne dégradent pas le corail et qui respectent mieux l'environnement de manière plus traditionnelle, comme à l'époque. Tidak terlalu merusak karang sejak tahun-tahun yang lalu. Les structures sont ensuite déplacées, puis immergées entre 5 et 10 mètres dans une zone dégradée et à la profondeur idéale. Ainsi, les petites algues qui vivent à l'intérieur du corail peuvent produire les sucres nécessaires à sa croissance, grâce à la lumière. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. La forme et le volume de ces dômes créera immédiatement des habitats et des abris qui permettront aux prédateurs intermédiaires de s'y installer. Ce travail que l'on fait est vraiment très important. Il est très important pour nous, pour notre futur, et aussi pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Qui peut me dire quelles sont les différences et les points communs entre le corail et les humains? Déjà, les humains ont des bras et les coraux aussi. Il a des tentacules. C'est comme des bras. Les humains ont des os et le corail aussi. Il a comme un squelette. La solution des problèmes environnementaux ou de tout problème, en fait, c'est l'éducation. On résout le problème, au moins pour la génération suivante. Sur l'île voisine, à Yambumba,
Les équipes d'Arnaud procèdent à leur tour à la transplantation sur leur jardin maintenant stabilisé. Donc nous, les fragments que l'on utilise sont uniquement des fragments qui sont détachés et qui virevoltent un peu sur la pente, qui ont tendance à dégringoler, qui sont encore en vie, bien sûr, qui sont encore vivants, mais qui ne sont pas attachés au substrat. Et plutôt que ces fragments de coraux ne contribuent à produire plus de débris de coraux, on les collecte et en les attachant, on augmente de manière significative leur chance de survie. Avant que je comprenne ce qu'est le corail, moi je pensais que c'était juste une pierre sans valeur. Je ne savais pas que ça pouvait pousser. Mais depuis, j'ai compris que le corail était un animal mou. J'ai compris que c'était un animal magnifique. Et surtout un animal extrêmement important pour tout l'écosystème et le milieu marin où nous vivons. Mais ces jardins sont-ils un véritable succès après quelques années de croissance? C'est au village de Sawandarek qu'Arnaud se rend pour établir un constat sur de multiples transplantations effectuées depuis 4 ans. Ce sont des jardins à perte de vue que l'on peut admirer en plongée sous-marine. D'immenses zones ont déjà été transplantées à l'aide de différentes techniques expérimentées par les jardiniers de corail. Ces 2 jardins devant le village de Sawandarek permettent une plongée très intéressante parce qu'ils permettent en fait de comparer un récif restauré vieux de 4 ans avec un récif que l'on vient de restaurer il y a 2 mois. Et donc on peut voir vraiment l'évolution et la croissance des coraux. On peut déjà voir que les colliers de plastique qui servent à fixer momentanément les fragments de coraux commencent déjà ou sont même parfois déjà entièrement recouverts et englobés par le corail qui s'est régénéré et qui a créé sa propre fixation. Certaines pousses de corail grandissent naturellement au milieu des pousses transplantées, signe de l'efficacité de la méthode. Le jardin le plus récent recouvre complètement la zone jadis dégradée et le corail a déjà presque doublé de volume en 2 mois. Tout n'a pas été parfait, mais nous avons pu apprendre, modifier, et souvent c'est dû à des détails. Une épaisseur de grillage, un positionnement, une manière d'attacher. Et ça, si on n'en parle pas, les erreurs sont répétées. Du côté des anciennes structures installées il y a plus de 4 ans, c'est une véritable forêt qui s'est développée au point que le corail a entièrement recouvert les installations. Les structures métalliques sont invisibles et ont presque totalement disparu sous une diversité remarquable d'espèces de coraux. D'immenses platiers et autres massifs coralliens ont poussé et ont littéralement tout englouti. Les barrières ont permis l'arrêt des avalanches et le corail peut se développer sans risque de se détacher. C'est presque 2000 mètres carrés qui ont été replantés ici à Sawandarek, en moins de 2 mois de travail. On distingue maintenant clairement la différence entre les zones restaurées et celles qui ne le sont pas. Le corail est un animal en soi qu'il faut préserver, mais l'écosystème corail permet de nourrir de nombreux animaux comme les poissons perroquets, les poissons chirurgiens ou les poissons lapins, d'abriter certains petits poissons et les protéger de prédateurs, tout en attirant ces prédateurs qui viennent se nourrir de ces petits poissons, ou d'autres interactions et fonctions écologiques un peu plus complexes, telles que des petits poissons qui se nourrissent des parasites qui vivent sur des animaux de plus grande envergure. On a pu observer que les tortues vertes,
venaient se poser sur le récif que l'on avait restauré. Pourquoi? Parce que le récif abrite dorénavant plein de petits poissons qui se nourrissent. Ces petits poissons se nourrissent en fait des plaies, des égratignures, des peaux mortes, des parasites qui se développent sur les carapaces, sur les ailes, sur les nageoires des plus gros animaux. Les requins, les tortues, les raies. À travers une observation telle que celle-ci, on se rend bien compte que qu'en se focalisant et en protégeant le corail, l'animal corail, en le restaurant, on contribue aussi à la conservation et à la préservation de nombreuses autres espèces. Ces raies font partie des espèces qui dépendent du récif et d'autres animaux dépendent d'elles. Elles font partie de cette chaîne alimentaire si indispensable à l'écosystème. Ces globicéphales, qui se partagent une raie, ont la joie de trouver de la nourriture en abondance à Raja Ampat, et tout dépend de la survie du récif. J'espère aussi qu'avec notre programme, Raja Ampat puisse devenir un exemple pour d'autres régions, en Papouasie occidentale ou ailleurs. Qu'on devienne un exemple d'effort de restauration du corail et que l'on puisse partager notre expérience, notre savoir-faire et enseigner ailleurs en Papouasie occidentale, la Papouasie que l'on aime. À travers cette expérience, je suis devenu en fait plus conscient de l'impact que ces pêches pouvaient avoir sur la nature. J'ai vraiment compris les enjeux sur lesquels nous travaillons, mais qu'il était surtout important de sensibiliser le reste de mon village. Faire que les gens qui m'entourent comprennent l'importance du corail dans nos vies. Je suis très heureux de pouvoir faire ça maintenant. Depuis ma jeunesse et grâce à mon expérience d'aujourd'hui, j'ai pu observer toutes les causes de dégradation, que ce soit la pêche à la dynamite, les ancrages de bateaux de pêche, la pêche au cyanure. J'ai pu m'apercevoir aussi que maintenant, et à travers nos actions, sur les endroits que l'on restaure, il y a vraiment beaucoup de poissons. Oui, merci. Lorsqu'on prend conscience de tout ça, on réalise à quel point nos vies sont liées avec la vie et la survie de l'écosystème corail. Il est de plus en plus évident qu'à l'échelle mondiale, le corail est un écosystème qui est menacé. Et lorsqu'on considère que Raja Ampat est sans doute le ou l'un des derniers bastions du corail à travers le monde, et que l'on pense à l'importance du corail pour l'humanité, pour de nombreuses espèces marines, pour la nature et pour tous les services que cette nature nous apporte à nous, on réalise que le jour où le corail disparaît dans ce lieu, c'est énormément de choses, énormément d'aspects de nos vies qui vont à leur tour s'effondrer. Il n'y aura plus d'autres lieux comme ça. On y est. C'est le dernier paradis. Ces récifs sont leurs récifs. Il est important de comprendre que si ça fonctionne pour eux sur le long terme, ça fonctionnera pour le reste du monde. J'aimerais faire passer le message à toute la communauté. Préservons Raja Ampat, car si ce n'est pas nous qui protégeons la nature, qui va le faire? Parce que Raja Ampat, c'est le paradis sous-marin sur Terre.